Viré à 16 ans à cause de la grossesse de ma jumelle capricieuse maintenant, ils veulent emménager chez moi. J'ai toujours su que j'étais un enfant non désiré. Et je ne dis pas cela dans le sens de « oups, j'étais un accident ». Je veux dire que mes parents ont littéralement dit qu'ils auraient aimé n'avoir qu'un seul enfant, ma sœur jumelle. Oui, ils m'ont dit sans détour qu'ils ne voulaient qu'elle et que j'étais comme un bonus qu'ils n'avaient jamais demandé. Assez tordu, non? Alors, en grandissant, c'était comme si je vivais dans la famille de quelqu'un d'autre. Ma sœur, appelons-la Sarah, était la star du spectacle. Elle était tout ce qu'ils avaient toujours voulu, et ils s'assuraient qu'elle le sache aussi. Elle avait sa propre chambre, joliment décorée avec des rideaux roses, une housse de couette Disney et des étagères pleines de tous les jouets imaginables. Elle était comme la petite princesse de la maison, tandis que j'étais essentiellement le figurant à l'arrière-plan. Ma chambre, c'était ce minuscule espace avec un vieux lit qui grinçait à chaque fois que je bougeais et une commode qui datait probablement des années 70. Chaque matin était comme une gifle. Je me réveillais, j'entendais mes parents parler de la façon dont ils avaient hâte d'acheter de nouveaux vêtements à Sarah ou de l'emmener à la gymnastique ou quoi que ce soit. Pendant ce temps, j'étais livré à moi-même pour déterminer ce que j'allais faire de ma journée. C'était comme s'ils ne remarquaient même pas ma présence. Et s'ils le faisaient, c'était juste pour me dire de ne pas les déranger. J'entendais si souvent, « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» que cela me semblait être mon nom. Ce n'était pas seulement à la maison non plus. L'école n'était pas une échappatoire. Je me souviens d'une fois lors des réunions parents-professeurs. Ils passaient tout le temps à s'extasier sur les peintures aux doigts de Sarah comme si elle était Picasso. Pendant ce temps, mon professeur leur tendait mon bulletin scolaire, et ils ne le regardaient même pas. C'était comme s'il n'existait pas. Je me donnais corps et âme pour réussir à l'école, pensant que peut-être, juste peut-être, si j'obtenais d'assez bonnes notes, ils me prêteraient attention. Mais c'était inutile. Sarah était l'enfant doré, et j'étais juste là. Elle obtenait tout, les beaux vêtements, l'attention, même le premier choix de nourriture au dîner. Elle avait un placard rempli de nouvelles tenues pour chaque saison. Pendant ce temps, ma garde-robe se composait essentiellement de vêtements usagés de cousins que je ne connaissais même pas. Je jure que certaines de ces chemises étaient plus vieilles que moi. Et à chaque Noël et anniversaire, c'était la même histoire. Sarah était couverte de cadeaux tandis que je recevais une ou deux choses. Juste assez pour qu'il puisse dire qu'il m'avait offert quelque chose. Je restais assis à la regarder ouvrir ses cadeaux tandis que je feignais un sourire, faisant semblant que ça ne me dérangeait pas. Mais ça me dérangeait. Il ne s'agissait pas seulement des objets. Bien sûr, avoir de beaux vêtements ou de nouveaux jouets aurait été cool, mais ce sont les petites choses qui faisaient le plus mal. Les jouets de Sarah étaient comme des reliques sacrées. Si je touchais ne serait-ce qu'une de ces poupées, elle hurlait, et mes parents accouraient. Peu importait si je la regardais simplement. C'était toujours ma faute. J'étais réprimandé pour ne pas avoir respecté son espace ou pour avoir été négligent. C'était comme s'il me voyait comme une sorte de menace pour son bonheur. Et les repas, ça, c'était difficile. Sarah avait toujours le premier choix sur tout, la plus grande part de pizza, le meilleur morceau de poulet, peu importe. J'avais les restes. Et si je me plaignais, ma mère me lançait ce regard et disait, sois reconnaissant d'avoir quelque chose à manger, comme si j'étais un étranger auquel il faisait une faveur en me nourrissant. La seule personne qui me faisait me sentir vu était mon grand-père. Il était différent. Il ne me traitait pas comme si j'étais invisible. J'allais chez lui le week-end, et il m'emmenait à la pêche ou restait simplement assis sur le porche à me raconter des histoires sur sa propre enfance. Il me faisait sentir que je valais quelque chose, vous voyez, que je n'étais pas juste le jumeau indésirable. Pendant ces quelques heures chaque semaine, je me sentais comme un enfant normal, pas comme un marginal dont personne ne voulait. Mais ensuite, il est tombé malade. Un cancer. Et même là, c'était comme si mes parents essayaient de m'en exclure. Ils emmenaient Sarah lui rendre visite, lui apportaient des fleurs à lui donner, mais on me disait toujours de rester à la maison. Ils disaient que c'était parce qu'ils avaient besoin de moi pour aider à la maison, ce qui était absurde. C'était juste un autre rappel que, à leurs yeux, je n'avais pas ma place. Je m'échappais et lui rendais visite seul. Nous parlions, et il essayait de me remonter le moral, me disant à quel point j'étais fort et à quel point il était fier de moi de tenir le coup. Mais je voyais bien qu'il était inquiet. Quand il est décédé, c'était comme si la seule bonne chose dans ma vie m'avait été arrachée. Je me souviens que mes parents n'ont même pas demandé si j'allais bien.
Ils étaient trop occupés à s'assurer que Sarah s'en sortait bien, comme si elle était la seule à avoir perdu quelqu'un. Aux funérailles, ils la plaçaient à l'avant avec eux tandis que j'étais relégué à l'arrière, presque comme s'ils avaient honte d'être vus avec moi. Je me suis senti plus seul que jamais auparavant. Après la mort de mon grand-père, les choses ont empiré. Toutes les petites bribes d'attention que j'avais l'habitude de recevoir, comme un « bon travail » occasionnel si je faisais quelque chose à la maison, ont complètement disparu. C'était comme si je m'effaçais, devenant un fantôme dans ma propre maison. Je m'asseyais à table et mes parents parlaient à Sarah comme si je n'étais même pas là. Photos de famille? Disons simplement qu'il existe une grande collection de mon coude ou de l'arrière de ma tête. Je suis presque sûr que si quelqu'un feuilletait notre album de famille, il ne saurait même pas que j'existais. Le ressentiment a commencé à me ronger. J'essayais parfois de me défendre, comme lorsque ma sœur recevait une autre nouvelle robe et que je demandais pourquoi je n'avais jamais rien de neuf. Mais ma mère me repoussait simplement, disant « Eh bien, Sarah a ses activités et ses événements, et tu te débrouilles très bien avec ce que tu as. » Et si j'insistais, je me faisais crier dessus pour être égoïste ou pour ramener tout à moi. Alors, j'ai appris à me taire. Je suis devenu très bon pour me fondre dans le décor, rester hors de vue pour ne plus jamais entendre ces mots. Mais même lorsque j'essayais de disparaître, cela n'arrêtait pas les commentaires. Mon père, en particulier, avait cette façon de me regarder comme si j'étais un problème à résoudre. Il disait des choses comme « Tu dois te ressaisir, fils. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» C'était comme s'il croyait sincèrement que j'étais celui qui gâchait tout simplement en existant. Et bien sûr, Sarah était ravie d'entrer dans ce jeu. Chaque fois qu'elle voulait quelque chose, elle commençait à pleurnicher et mes parents se précipitaient à ses côtés. J'ai vite appris que peu importe ce que je faisais, je ne serais jamais leur préféré. C'est ça le problème de grandir en se sentant indésirable. Cela commence à vous déranger la tête. Vous commencez à croire que vous êtes peut-être vraiment le problème. J'ai passé des années à essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je ne pouvais pas être le fils qu'ils désiraient. Je restais éveillé la nuit à fixer le plafond, souhaitant pouvoir disparaître et leur rendre la tâche plus facile. Parce que c'est ce qu'ils me faisaient sentir, que je rendais leur vie plus difficile par ma seule présence. Avec le recul, je peux voir à quel point tout cela était toxique. Mais quand vous êtes enfant, vous ne savez pas mieux. Vous voulez juste être aimé et accepté. Et quand vous ne l'obtenez pas, vous vous en voulez. J'étais convaincu que si je pouvais juste être meilleur, être plus silencieux ou faire plus d'efforts, peut-être qu'un jour ils me verraient enfin. Mais ils ne l'ont jamais fait. J'ai eu 16 ans en pensant, très bien, je suis à mi-chemin de sortir de cet endroit. Je comptais les jours jusqu'à ce que je puisse légalement partir et faire quelque chose de ma vie. Mais je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. J'ai toujours su que ma famille favorisait ma sœur, mais ce qui s'est passé ensuite a tout de même été un coup de poing en pleine figure. C'est une chose d'être traité comme si vous n'aviez pas votre place, mais c'en est une autre lorsqu'il vous pousse simplement dehors. Alors, Sarah est tombée enceinte à 16 ans. Oui. 16 ans et déjà en train de jouer à la mère de famille. Et qui était le père? Un gars de 19 ans qui avait à peine terminé l'école secondaire, travaillant dans des emplois sans avenir. Le genre de gars qui vous fait vous demander s'il sait même ce que signifie la responsabilité. Quand mes parents l'ont découvert, je pensais qu'il y aurait une sérieuse discussion sur les conséquences et la façon dont sa vie allait changer. Mais non, ils ont agi comme si elle avait ramené une médaille ou quelque chose. Ils étaient en fait excités. Étrangement excités. Il s'agissait de « notre petite fille grandit et nous allons être grands-parents ». J'étais là, pensant « sommes-nous dans la même réalité ?» Ils ont organisé un mariage éclair pour Sarah et son petit ami. Je jure que c'était si rapide qu'on aurait dit qu'ils essayaient de battre un record. Un jour, je suis assis dans ma chambre, où je passais la plupart de mon temps parce que c'était plus sûr, et le lendemain, ils me disent de m'habiller parce que nous allons à un mariage. Personne ne m'a même demandé si j'étais d'accord avec tout ça. Non pas que mon opinion ait jamais compté, mais ça me paraissait être la plus grande blague. Puis, quelques semaines plus tard, la vraie bombe est tombée. Ma mère m'appelle en bas et elle a ce sourire que j'ai appris au fil des années à détester. C'est le même qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point de dire quelque chose que je ne vais pas aimer. Elle commence à parler de la façon dont, avec l'arrivée du bébé de Sarah, ils vont avoir besoin de plus d'espace. Je suis assis là, pensant, d'accord, pourquoi me dis-tu ça? Et c'est là qu'elle le lâche.
Nous avons besoin de ta chambre pour le bébé. J'étais abasourdi. Ma chambre? Le seul endroit qui était vraiment le mien, même si c'était la plus petite et la plus minable de la maison, le seul espace où je pouvais faire semblant pendant 5 minutes que tout allait bien. J'ai essayé de protester, qu'est-ce que je suis censé faire alors? Et ma mère a simplement haussé les épaules et dit, tu es assez vieux pour te débrouiller tout seul. Elle m'a même dit que je devrais être reconnaissant qu'il m'ait laissé rester là aussi longtemps. J'avais 16 ans. Comment étais-je censé me débrouiller seul? Je n'avais nulle part où aller, et ils le savaient. Mais ils s'en fichaient. Ils avaient juste besoin de faire de la place pour le précieux petit enfant, et j'étais le plus facile à éliminer. Je me souviens de mon père, debout, les bras croisés, soutenant ma mère comme il le faisait toujours. Il a dit, écoute, tu es un jeune homme maintenant. Il est temps que tu commences à prendre tes responsabilités. Comme s'il était totalement normal de mettre son enfant adolescent à la porte parce que son enfant doré avait décidé de jouer à l'adulte. Alors cette nuit-là, j'ai fait mes valises. Enfin, le peu que j'avais. Ce n'était pas grand-chose, quelques sacs de vêtements, des livres et quelques objets que mon grand-père m'avait donnés avant de mourir. Je me souviens d'avoir regardé ma chambre une dernière fois, pensant que ce n'était pas grand-chose, mais au moins c'était à moi. Maintenant, ça allait être une chambre de bébé pour l'enfant de ma sœur, et j'étais dehors. J'ai essayé de leur demander où j'étais censé aller, mais ils ont juste haussé les épaules. Nous sommes sûrs que tu trouveras quelque chose, a dit mon père. Et ma mère a ajouté, nous faisons ça pour ta sœur. Elle a besoin de nous en ce moment. Je voulais crier, et moi? Quand avez-vous jamais eu besoin de moi? Mais je savais que ça ne changerait rien. Ils avaient déjà pris leur décision, et j'étais juste un inconvénient qui se tenait en travers de leur fantasme de famille heureuse. Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pu penser. J'ai pris une vieille tente du garage et je l'ai installée dans le jardin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce que j'avais. Les nuits étaient froides et le sol était dur, mais au moins j'étais assez près de la maison pour les entendre. Non pas que ça me fasse sentir mieux. Je pouvais les entendre dîner, rire, planifier pour le bébé. C'était comme si j'étais un chien errant qu'ils avaient mis dehors, assez près pour le surveiller, mais assez loin pour ne pas être une nuisance. L'hiver est arrivé et c'est là que les choses ont vraiment mal tourné. J'essayais de m'envelopper avec tout ce que j'avais, mais j'avais toujours l'impression que le froid s'infiltrait jusqu'à mes os. J'utilisais une lampe de poche pour faire mes devoirs parce que, croyez-le ou non, j'essayais toujours de suivre l'école. J'étais assis là avec 3 couches de vêtements, grelottant tout en essayant de lire mes manuels, mais mes notes ont commencé à chuter. C'était difficile de se concentrer sur l'algèbre quand on était frigorifié et qu'on se demandait si on allait même passer la nuit. Et bien sûr, mes parents ne l'ont pas remarqué. Ils étaient trop occupés à redécorer mon ancienne chambre et à rendre tout parfait pour la nouvelle famille de Sarah. J'étais juste le fantôme dehors, celui dont ils n'avaient plus à s'inquiéter. Je me souviens d'avoir parfois regardé par la fenêtre de la cuisine, les regardant manger et parler comme si tout allait bien, comme si je n'étais pas à quelques mètres de là, luttant pour rester au chaud et faisant semblant de ne pas m'en soucier. J'ai essayé de trouver des petits boulots pour économiser de l'argent, tondre des pelouses, déneiger, tout ce que je pouvais faire. Je marchais dans le quartier, frappant aux portes, demandant si quelqu'un avait besoin d'aide. La plupart des gens me regardaient comme un mendiant, mais quelques-uns m'ont donné du travail, et j'étais reconnaissant pour chaque euro que je gagnais. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour acheter de la nourriture. Je me faufilais vers ma tente avec un sandwich ou des restes, faisant semblant de camper par choix. Le pire, c'était de savoir que si mon grand-père était encore en vie, il n'aurait pas laissé cela se produire. Il m'aurait accueilli, sans poser de questions. Mais sans lui, j'étais seul. J'ai pensé aller chez un ami, mais je savais que mes parents avaient déjà raconté leur version des faits à tout le monde dans notre petite ville. J'étais le fauteur de troubles qui ne pouvaient pas vivre selon leurs règles. Ils faisaient croire que c'était mon choix de vivre dehors. Tout était fait pour s'assurer que leur image de famille parfaite restait intacte. Une nuit, alors que j'étais allongé dans la tente à écouter le vent souffler dehors, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer ainsi. Je devais trouver une solution, car ils n'allaient certainement pas venir m'aider. C'est là que ça m'a frappé. Ils ne s'en sont jamais souciés. Ils m'avaient mis dehors sans la moindre hésitation. Je n'étais rien pour eux, juste un fardeau supplémentaire dont ils ne voulaient pas s'occuper. Alors, j'ai pris une décision. J'en avais fini d'essayer de gagner leur approbation.
J'en avais fini d'être l'enfant qu'ils ignoraient et blâmaient pour tout. S'ils ne voulaient pas de moi, très bien. J'allais me débrouiller seul. Je ne savais pas encore comment, mais je savais une chose avec certitude. Je n'allais pas rester dans ce jardin éternellement, espérant qu'ils me laissent revenir. J'allais trouver un moyen de m'en sortir, et j'allais y arriver avec ou sans eux. Vivre dans cette tente était un rappel constant de ma solitude. Et honnêtement, je devenais désespéré. L'hiver était rude et les nuits semblaient durer éternellement. Je savais que je devais faire quelque chose. J'avais économisé le peu d'argent que je pouvais glaner en faisant des petits boulots dans le quartier. Mais ce n'était pas suffisant pour faire une réelle différence. Je m'endormais avec les mains douloureuses de froid et l'estomac qui gargouillait, pensant, ça ne peut pas être ma vie pour toujours. Un jour après l'école j'essayais toujours d'y aller, même si mes notes chutaient je me suis retrouvé debout devant une boulangerie locale. J'avais l'habitude de passer devant tout le temps, sentant l'odeur du pain frais et des pâtisseries. Ce jour-là, j'avais plus faim que d'habitude. J'ai dû avoir l'air d'un désastre en restant là, à regarder la vitrine, car le propriétaire, un vieil homme nommé Franck, est sorti et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je ne savais pas vraiment quoi dire, alors j'ai haussé les épaules, essayant de faire semblant d'être décontracté. Mais Franck n'y a pas cru. Il a vu clair en moi. C'était un de ces types sans chichi, avec une voix rocailleuse et un regard qui disait qu'il avait vu sa part de moments difficiles. Il m'a demandé, « Tu cherches du travail, gamin ?» Je n'ai pas hésité une seconde avant de hocher la tête. J'ai compris que c'était ma chance. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour balayer les sols, aider avec les livraisons et nettoyer l'endroit. Rien d'extraordinaire, mais il me paierait en espèces et me donnerait du pain de la veille. J'avais l'impression d'avoir décroché le gros lot. Je n'allais plus dormir dans cette tente avec l'estomac vide. Le premier jour de travail a été rude. La boulangerie ouvrait tôt, et quand je dis tôt, je veux dire avant même que le soleil ne se lève. J'étais debout à 4 heures du matin, me dirigeant là-bas alors que le monde était encore dans l'obscurité. Mais au moment où j'ai franchi ces portes, la chaleur m'a envahi, et je me suis dit, oui, je peux le faire. Franck m'a fait visiter, m'a montré ce qu'il fallait faire et m'a expliqué sa règle de « pas de fainéantise ». Le travail était difficile, et mon dos me faisait mal à force de laver les sols et de soulever de lourds sacs de farine, mais je m'en fichais. J'avais un endroit où être, et ça faisait du bien de faire quelque chose d'utile. Franck n'était pas du genre chaleureux et affectueux. Mais avec le temps, nous avons commencé à parler. Il me racontait comment il avait ouvert la boulangerie des années auparavant, juste après que son propre père l'ait mis à la porte parce qu'il était un vaurien. Il avait réussi à la construire à partir de rien, et je pense qu'il voyait un peu de lui-même en moi. Il a commencé à me donner des conseils, comme comment gérer mon argent, et a même proposé de m'apprendre à faire certaines des pâtisseries les plus simples. C'était bizarre, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que quelqu'un se souciait vraiment de ce qui m'arrivait. Après quelques semaines de travail là-bas, Franck m'a dit qu'il avait une petite pièce au-dessus de la boulangerie que personne n'utilisait. C'était essentiellement un débarras, mais il m'a dit que je pouvais y dormir si je voulais. C'était un progrès par rapport à la tente, et j'étais plus que reconnaissant. J'ai déménagé mes affaires cette nuit-là. La pièce était minuscule, avec un lit simple et une fenêtre qui s'ouvrait à peine, mais elle était chaude et j'avais enfin un toit au-dessus de ma tête. C'était la meilleure nuit de sommeil que j'ai eue depuis des mois. Me réveiller chaque jour et avoir un endroit où aller était très important. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Je me disais que si Franck me donnait une chance, le moins que je puisse faire était de travailler sans relâche. J'ai appris à pétrir la pâte, à faire la miche de pain parfaite et même à préparer une tarte aux pommes décente. Franck était dur, mais il était juste, et il me faisait un signe de tête ou un grognement quand je faisais quelque chose correctement. Ce n'était pas grand-chose, mais ces petits moments signifiaient tout pour moi. Un jour après mon service, Franck m'a fait asseoir. Il avait ce regard sérieux sur son visage, du genre qui me faisait penser que j'étais dans le pétrin, mais au lieu de cela, il m'a tendu une enveloppe. « Tu as fait du bon travail, gamin », a-t-il dit. « Voici ta première vraie paie. » Je l'ai ouverte et c'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu au même endroit. Ce n'était pas une fortune, mais c'était assez pour me faire sentir que j'étais enfin sur la bonne voie. Pour la première fois, j'avais l'impression d'avancer au lieu d'être coincé. Travailler à la boulangerie est devenu ma routine. Je me levais tôt, je travaillais jusqu'à l'après-midi, puis j'allais à la bibliothèque pour utiliser le Wi-Fi gratuit et chercher d'autres opportunités d'emploi.
Je savais que je ne pouvais pas rester à la boulangerie pour toujours, mais cela me donnait le tremplin dont j'avais besoin. J'économisais chaque centime, vivant comme si j'étais toujours dans cette tente et ne dépensant que pour l'essentiel. Je prenais le pain de la veille offert par Franck et le faisais durer plusieurs repas, et j'achetais des boîtes de soupe au magasin à bas prix pour maintenir les coûts au minimum. Franck et moi n'avons jamais vraiment parlé de ma situation, mais je pense qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Un soir, après la fermeture, il m'a tendu un jeu de clés. Au cas où tu aurais besoin de fermer à clé, a-t-il dit, faisant comme si ce n'était rien d'extraordinaire. Mais je savais ce que ça signifiait. C'était de la confiance. Il me faisait confiance pour prendre soin de son lieu, et c'était énorme. Je n'avais pas de famille qui s'occupait de moi, mais d'une manière étrange, j'avais l'impression que Franck s'occupait de moi à sa manière bourrue et silencieuse. La routine à la boulangerie me faisait tenir, mais ce n'était pas toujours facile. Il y avait des jours où je sentais le poids de tout. Je voyais des familles entrer dans la boulangerie, des parents avec leurs enfants, riant et choisissant des friandises ensemble. C'était comme un coup de poing à l'estomac à chaque fois. Je devais me retirer dans l'arrière-boutique et reprendre mon souffle. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire comment ma propre famille m'avait simplement mis à la porte comme si je n'étais rien, alors que des étrangers me traitaient avec plus de gentillesse que mes propres parents ne l'avaient jamais fait. Mais je n'allais pas laisser ces pensées me miner. Franck me disait toujours, soit tu laisses la vie te battre, soit tu te lèves et tu la bats en retour. C'est devenu comme un mantra pour moi. Je n'allais pas abandonner. Pas après tout ce que j'avais traversé. Chaque jour, je retournais dans cette pièce au-dessus de la boulangerie, et je me faisais une promesse. J'allais continuer, persister, et je construirais quelque chose de meilleur pour moi-même. Un matin, Franck est arrivé plus fatigué que d'habitude. Je lui ai demandé si tout allait bien, et il a juste grogné et dit quelque chose sur le fait de vieillir, mais il m'a lancé ce regard qui ressemblait presque à un avertissement, comme s'il essayait de me dire de ne pas devenir trop à l'aise. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi sur le moment. J'ai juste pensé qu'il passait une mauvaise journée. Mais ces mots m'ont marqué. Je savais qu'il avait raison. Je ne pouvais pas rester à la boulangerie pour toujours. C'était un endroit sûr, oui, mais je devais commencer à voir plus grand. Alors, j'ai commencé à chercher plus de travail. J'ai pris des quarts supplémentaires dans un dépanneur local et j'ai même aidé à l'aménagement paysager les week-ends. Tout pour gagner quelques euros supplémentaires. Ce n'était pas facile d'équilibrer tout, mais j'étais déterminé à économiser suffisamment pour passer à quelque chose de mieux. Plus je travaillais, plus j'avais l'impression de contrôler enfin ma propre vie. C'était difficile et certains jours j'étais épuisé, mais je me rappelais sans cesse pourquoi je le faisais. Je ne voulais pas seulement survivre. Je voulais construire une vie où je n'aurais à dépendre de personne d'autre que moi. Avec le recul, je pense à la chance que j'ai eue de trouver Franck dans cette boulangerie. Ce n'était pas seulement un travail. C'était le premier véritable pas vers la reconstruction de ma vie. Et même si les choses étaient encore incertaines, pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir une chance. Une vraie chance. Je n'étais plus l'enfant indésirable dans une tente. J'étais quelqu'un qui faisait bouger les choses, même si c'était un petit pas à la fois, et c'était suffisant pour me faire continuer. Après quelques années à travailler sans relâche et à économiser chaque centime, j'y suis finalement arrivé. J'ai acheté ma propre maison. Ce n'était rien d'énorme ou de fantaisiste, juste une petite maison de 3 chambres en périphérie de la ville. Mais elle était à moi. Je ne peux même pas décrire ce que j'ai ressenti en franchissant ces portes pour la première fois, tenant les clés, et sachant que c'était mon espace. Je me suis tenu dans le salon vide, regardant les murs nus, et j'ai ressenti une vague de fierté. J'y étais arrivé. J'avais réussi. Et je l'avais fait sans aucune aide de ma soi-disant famille. J'ai passé les premières semaines à y vivre sans beaucoup de meubles. Juste un matelas pneumatique et quelques cartons qui servaient de table et de chaise. C'était rudimentaire, mais je m'en fichais. Chaque matin, je me réveillais et je me rappelais que c'était chez moi. Personne ne pouvait me mettre à la porte. Personne ne pouvait me dire que je n'avais pas ma place. J'ai commencé à meubler l'endroit lentement. De petites choses ici et là, au fur et à mesure que je pouvais me les offrir. Un canapé d'une friperie, une table à manger bon marché, des choses comme ça. Ça prenait forme, et avec chaque meuble que j'apportais, j'avais l'impression de construire un vrai foyer. Puis, un jour, alors que je commençais tout juste à m'installer, ma sonnette a retenti. Au début,
je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que c'était une livraison ou peut-être un des voisins qui passait. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing à l'estomac. Ils étaient là, mes parents, Sarah, son mari et leurs 3 enfants. Tous debout sur mon porche, souriant comme si rien ne s'était passé, comme s'ils ne m'avaient pas mis à la porte il y a des années, me laissant me débrouiller seul. Ma mère a été la première à parler. Surprise, a-t-elle dit comme si elle annonçait une grande réunion. On a entendu dire que tu avais acheté une maison. Nous sommes si fiers de toi. Je suis resté là, agrippé à la poignée de porte, essayant de garder mon visage neutre. Une partie de moi voulait leur claquer la porte au nez, mais une autre partie était juste sous le choc. Je ne les avais pas vus depuis des années, et maintenant ils étaient là, agissant comme si tout allait bien. Sarah s'est frayé un chemin, son bébé sur la hanche, et a regardé autour de mon entrée comme si elle l'évaluait. Belle maison, frangin. Tu as vraiment bien réussi. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas juste une visite amicale. Ils étaient là pour quelque chose. Ma famille n'avait jamais fait surface que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Mon père s'est raclé la gorge, l'air d'être sur le point de prononcer un de ses discours paternels. Fils, nous pensions qu'avec la famille de Sarah qui s'agrandit et tout, et toi qui as cette grande maison pour toi tout seul, peut-être qu'il est temps d'oublier le passé. La famille devrait se serrer les coudes, n'est-ce pas? J'ai failli lui rire au nez. La famille? Ces gens m'avaient jeté comme une ordure quand j'étais adolescent, et maintenant ils parlaient de famille. J'ai ravalé la colère qui montait dans ma gorge et je me suis forcé à demander, qu'est-ce que vous demandez vraiment? Ma mère s'est avancée, tout sourire. Eh bien, nous pensions, ne serait-ce pas bien que nous emménagions tous ici? Une grande famille heureuse, comme au bon vieux temps. Elle l'a dit si négligemment, comme si elle ne m'avait pas demandé de renoncer à la seule chose pour laquelle j'avais travaillé si dur. Je sentais mes mains commencer à trembler et j'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Où était cette attitude quand j'avais 16 ans et que je dormais dans une tente dans le jardin, ai-je demandé. Où était la famille à ce moment-là? Pendant un moment, ils sont restés silencieux. Le visage de mon père est devenu rouge et il a bombé le torse, comme il le faisait toujours quand il essayait de m'intimider. Maintenant, écoute-moi bien. Non, vous écoutez, l'ai-je coupé. J'ai construit cet endroit tout seul, sans aucune aide de votre part. J'ai travaillé tous les jours pour arriver où j'en suis et je ne vais pas vous laisser entrer ici comme si de rien n'était. C'est ma maison, et vous n'êtes pas les bienvenus ici. Le visage de Sarah s'est tordu en une fausse expression de douleur. Allez, ne sois pas égoïste. Nous avons besoin d'espace et tu nous dois ça. C'en était trop. Je vous dois ça, ai-je lancé. Je ne vous dois rien. Vous m'avez mis à la porte quand j'étais enfant. Vous m'avez laissé sans rien, et maintenant vous pensez pouvoir simplement vous pointer et prendre le contrôle. Sortez. Le visage de mon père est devenu encore plus rouge. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait se mettre à hurler. Mais il m'a juste regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Peut-être qu'il a finalement réalisé que je n'étais plus cet enfant effrayé. Celui qui reculait dès qu'il élevait la voix. Je ne reculais plus maintenant. Ma mère a essayé une dernière fois. Sa voix était plus douce, comme si elle essayait de me culpabiliser. Nous savons que nous avons fait des erreurs, mais nous essayons de faire les choses correctement. Nous voulons juste être à nouveau une famille. Mais je n'allais pas me laisser berner. Vous voulez être une famille maintenant que j'ai quelque chose que vous voulez, ai-je dit. Mais ça ne marche pas comme ça. J'ai tourné la page et vous devez faire de même. Ils sont restés là quelques secondes de plus, me fixant comme s'ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils entendaient. Mais finalement, ils se sont retournés et sont partis, montant dans leur voiture sans un mot de plus. Je les ai regardés s'éloigner, ressentant un étrange mélange de colère, de soulagement et de tristesse. J'avais passé tant d'années à attendre qu'ils se soucient de moi, qu'ils se montrent et qu'ils soient enfin la famille dont j'avais besoin. Mais maintenant qu'ils étaient là, j'ai réalisé que je ne voulais plus d'eux dans ma vie. Je n'avais pas besoin d'eux. J'ai fermé la porte, m'y appuyant en laissant échapper un long soupir. Mes mains tremblaient toujours, mais il y avait ce sentiment de liberté qui m'envahissait. J'avais enfin défendu mes droits, et ça faisait du bien. Pendant des années, j'avais laissé leur comportement me définir, me faire sentir petite et sans importance. Mais maintenant, j'avais ma propre vie, ma propre maison, et j'en avais fini de les laisser me prendre cela.
Je savais au fond de moi que ce n'était probablement pas la fin. Les personnes toxiques ne disparaissent pas simplement lorsque vous leur dites non. Mais pour l'instant, j'avais l'impression d'avoir fait le premier pas. J'apprenais à me tenir sur mes deux pieds, à protéger ce qui était à moi, et surtout, à dire non sans me sentir coupable. Je me suis assis dans mon salon, maintenant vide, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je pouvais respirer. Cet endroit était à moi. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agissait de construire quelque chose pour moi. Je n'avais besoin de l'approbation de personne. Je n'avais pas besoin de leur acceptation. Je vivais enfin ma propre vie selon mes propres conditions, et je n'allais laisser personne me l'enlever. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que mes parents et ma sœur s'étaient présentés à ma porte. Je pensais avoir enfin mis fin à tout cela. Avoir clairement indiqué qu'ils n'étaient plus les bienvenus dans ma vie. J'avais tort. Les personnes toxiques ont cette façon de revenir à la charge, même lorsque vous avez claqué toutes les portes. Et juste au moment où je pensais pouvoir enfin passer à autre chose, ils ont trouvé un autre moyen de me nuire. Tout a commencé par une lettre. Je suis rentré du travail un jour et j'ai trouvé cette enveloppe d'aspect officiel dans ma boîte aux lettres. Pendant une seconde, j'ai paniqué. Je faisais tout correctement, payant mes factures à temps, restant dans les clous, mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Je l'ai déchiré, et voilà, un avis légal. Il disait que ma sœur essayait de contester ma propriété de la maison, affirmant qu'elle devait être partagée en tant que bien familial. Ma première réaction fut l'incrédulité. Je suis resté là, dans mon allée, fixant le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Il ne pouvait vraiment pas me laisser cette seule chose, n'est-ce pas? J'ai appelé un avocat le lendemain. Je n'allais pas les laisser prendre la seule chose pour laquelle j'avais travaillé si dur. Mon avocate, une femme sans fioriture nommée Karen, oui, ironique, a été claire. Ils n'ont aucune base légale, mais ils vont essayer de te compliquer la vie. Elle avait raison. Pendant les semaines suivantes, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me traîner dans la boue. Ils prétendaient que je leur avais pris de l'argent et que je l'avais utilisé pour acheter la maison. Ils essayaient de me faire passer pour un enfant ingrat qui profitait de leur générosité. Tout était mensonge. Je le savais et ils le savaient. Mais cela ne les a pas empêchés d'essayer de me faire passer pour le méchant. J'ai commencé à recevoir des appels de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. De vieux amis de la famille, des cousins, des gens qui ne savaient rien de ce que j'avais traversé. « Pourquoi fais-tu ça ?» demandait-il. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser ta famille entrer ?» C'était frustrant. Personne ne se souciait de demander ce qui s'était réellement passé. Ils n'entendaient que la version de mes parents et supposaient que j'étais le méchant. J'avais l'impression de redevenir l'enfant qu'ils avaient écarté, celui qui avait toujours tort quoi qu'il arrive. Mais je n'étais plus cet enfant. Je n'allais pas les laisser perturber ma vie. Alors, j'ai riposté. J'ai rassemblé chaque reçu, chaque document prouvant que j'avais économisé mon propre argent, travaillé mes propres emplois et construit ma vie sans eux. Et puis j'ai décidé d'aller plus loin. Je voulais savoir exactement comment ils pensaient avoir le moindre droit sur ma maison. Alors, j'ai demandé à mon avocate de creuser dans les dossiers financiers de la famille. Quelques semaines plus tard, elle m'a appelé à son bureau. Je pensais que ce ne serait qu'une mise à jour normale, mais quand je suis entré, elle avait ce regard sur son visage comme si elle avait trouvé quelque chose d'énorme. Elle m'a tendu une pile de papier. « Tu dois voir ça », a-t-elle dit, et je savais que ça n'allait pas être bon. Ce que j'ai découvert a tout changé. Il s'avère que mes parents me cachaient beaucoup de choses. Vous vous souvenez de mon grand-père? La seule personne dans ma vie qui m'ait vraiment montré de l'amour. Eh bien, quand il est décédé, il m'avait laissé un héritage. Un assez conséquent, en fait. L'argent devait me revenir quand j'aurais 18 ans, mais mes parents avaient réussi à en prendre le contrôle grâce à une faille légale. Ils utilisaient cet argent depuis des années, remboursant leurs propres dettes, finançant le mariage de ma sœur, l'entreprise ratée de son mari, et même une partie de la compte pour leur nouvelle maison. Et ils n'en avaient jamais dit un mot. J'étais assis là, lisant les documents, sentant mes mains trembler. Je ne savais pas si c'était la colère, la trahison, ou les deux. Ils m'avaient laissé vivre dans une tente pendant qu'ils dépensaient l'argent qui était censé être le mien. Toutes ces nuits que j'ai passées à me demander pourquoi je n'étais jamais assez bien, pourquoi ils ne s'en souciaient jamais, et c'était parce que j'étais juste une source de revenus pour eux. J'étais furieux. Pendant tout ce temps,
j'avais lutté, travaillant sans relâche, et il vivait confortablement avec ce qui m'appartenait de droit. Je me suis senti stupide de ne pas l'avoir su plus tôt, de ne pas m'être demandé pourquoi ils semblaient vivre au-dessus de leurs moyens quand j'étais plus jeune. Mais surtout, j'étais en colère. En colère contre moi-même d'avoir espéré qu'ils puissent réellement se soucier de moi et en colère contre eux pour m'avoir utilisé. J'ai su à ce moment-là que je ne pouvais pas laisser passer ça. Ils voulaient prendre ma maison, la seule chose que j'avais construite pour moi-même. Eh bien, j'allais récupérer tout ce qu'ils m'avaient volé. Mon avocate a convenu que nous avions une affaire solide. Elle a dit que nous pourrions les poursuivre en justice pour fraude et vol. Ce ne serait pas facile, mais nous avions les preuves, et elle était convaincue que nous pouvions gagner. J'étais prêt à faire tout ce qu'il faudrait. Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de justice. De me défendre et de prouver que je n'étais pas juste le fils inutile qu'ils pouvaient jeter quand cela leur convenait. Quand mes parents ont reçu les documents de l'assignation, je suis presque sûr qu'ils ne s'y attendaient pas. Mon téléphone a explosé d'appels de ma mère, de mon père, même de ma sœur. Tous laissaient des messages vocaux disant qu'ils voulaient juste parler. Oui, bien sûr. Ils voulaient parler maintenant qu'ils faisaient enfin face aux conséquences. Je n'ai pas répondu. J'en avais fini de jouer à leur jeu. Les mois suivants ont été un tourbillon de réunions légales et de dates d'audience. Ils ont tout essayé pour me faire passer pour le méchant, me dépeignant comme un enfant ingrat qui voulait juste blesser sa propre famille. Mais la preuve parlait d'elle-même. Chaque fois qu'ils essayaient de raconter une histoire larmoyante, mon avocate sortait un autre document montrant comment ils avaient détourné l'argent qui m'était destiné. C'était brutal de les regarder se débattre. Mais c'était aussi la première fois que je me sentais puissant. Je n'étais plus cet enfant effrayé et impuissant. Je ripostais. Quand le verdict est finalement tombé, c'était comme un poids soulevé de mes épaules. Le juge a statué en ma faveur. Ils devaient me rembourser tout ce qu'ils avaient pris, plus les dommages et intérêts. Le regard sur leur visage lorsque le jugement a été lu est quelque chose que je n'oublierai jamais. Pour la première fois, ils ne pouvaient pas s'en sortir par la parole. Ils ne pouvaient pas déformer le récit. Ils étaient pris, et ils le savaient. En quittant le palais de justice ce jour-là, j'ai ressenti un sentiment de clôture que je n'avais pas ressenti depuis des années. Il ne s'agissait pas de récupérer l'argent. Il s'agissait de savoir que je n'étais pas le fils inutile qu'ils avaient fait de moi. J'avais prouvé que je pouvais me défendre, et pour la première fois, je me suis senti libre de leur contrôle. Depuis, ils ont essayé de me contacter quelques fois de plus. Ils ont essayé de s'excuser, disant qu'ils voulaient faire amende honorable. Mais je suis plus avisé maintenant. Les excuses ne signifient rien quand elles ne viennent qu'après que vous ayez été forcé de faire face aux conséquences de vos actions. J'ai bloqué leur numéro et j'ai clairement indiqué qu'ils ne faisaient plus partie de ma vie. Maintenant, je me concentre sur l'avenir. J'ai ma maison, mon travail et ma propre vie que j'ai construite à partir de zéro. Je sais qu'il y a un long chemin à parcourir, mais je suis prêt. Et j'ai appris que parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous éloigner des personnes qui vous blessent, même si ce sont des membres de votre famille. Parce qu'en fin de compte, la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de qui se montre pour vous, qui vous soutient et qui ne vous traite pas comme une idée de dernière minute. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je suis sûr d'une chose. Je ne laisserai personne me prendre ce que j'ai gagné. Plus jamais.